ils vont réagir par rapport à une dissidence. Les électeurs de droite, on sait qu'ils n'aiment pas la division. Les électeurs de gauche, c'est plutôt les électeurs de gauche que géraient longtemps les primaires avant. Un électeur en marche, comment il va réagir par rapport à une dissidence? Ça, c'est un grand mystère que moi, je crois que la science politique, pour l'instant, ne peut pas répondre. Et il serait le symptôme de l'échec de la République en marche à rester la République en marche. Oui, parce que c'est devenu une machine partisane comme une autre qui fait logique propre et qui ne pense plus qu'à elle, qui ne pense plus qu'à favoriser les gens sur le terrain et pas à réfléchir. Même, c'est une question aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Donc toutes les autres investitures, est-ce qu'il faut favoriser des marcheurs inconnus parce que le parti et parce que l'après-macronisme aura besoin d'un maillage territorial, ou est-ce que non, il faut prioriser les rassemblements parce que Emmanuel Macron, dans sa présidentielle, en aura besoin. En tout cas, ce côté lunaire, pour répondre aux téléspectateurs, c'est aujourd'hui sa principale force, je pense, parce qu'effectivement, on est encore dans l'ère du dégagisme, mais c'est aussi sa principale fragilité. Et on voit bien que Benjamin Griveaux, lui, joue sur le côté très professionnel. Il dit c'est 17 élections, l'élection de Paris, il faut avoir des équipes, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas le début de cette organisation chez cette nouvelle Villani. Alors pourquoi voteront les électeurs? Est-ce qu'ils auront envie de fraîcheur, comme disait Pascal Perrineau, ou est-ce qu'ils en auront marre des trottinettes qui sont partout, etc. et qu'ils auront quelqu'un qui a l'air plus carré, peut-être moins sympathique que... C'était carré hier soir, dans la présentation, dans la forme, il y a eu beaucoup de moqueries. Dans les états-majors de part et d'autre, y compris sur Internet, parce qu'il a une façon de s'exprimer qui est bien à lui. Est-ce que c'était sérieux, malgré tout, sur le coup, sa candidature? Ce sur lequel devrait se méfier. Sur place, en tous les cas, clairement, c'est vrai que c'était peut-être pas au carré, c'était peut-être pas professionnel, sa voix à la fin. D'ailleurs, à la fin, ça faisait un petit peu la fin du meeting de la Deux fois néné, hein. Papa, gentil tard, Franquet, congrégation. Le fou, hein. Je vais vite deux fois, hein. Dans l'histoire de Paris, c'est tout juste s'il ne parle pas d'Étienne Marcel, mais en même temps, il y a un petit côté rebelle chez lui qui est intéressant. Paris est une ville rebelle. Elle vote rarement pour les candidats du pouvoir central. Souvenons-nous, ça a été le cas de Philippe Séguin, ça a été le cas d'autres qui se sont cassés les dents. Michel Bordano, si on remonte aux années 70. Mais revenons à Cédric Villani. Hier soir, il y avait cette fraîcheur, il y avait même un peu cette fragilité qu'il a transformée en force, au fond. Et puis, je veux être libéré des appareils politiques. Pourquoi les Parisiens ont plus confiance en l'ancien hiérarchique socialiste qu'un mathématicien lauréat de il faut faire attention à ces arguments. Je ne suis pas sûr que ce soit des arguments qui portent beaucoup chez les Parisiens parce que pour gérer 30 000 quelques fonctionnaires à Paris, c'est mieux. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce que vous avez dit des enfants. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire de toute façon. Il a été blessé, et maintenant, la République en marche, elle va devoir faire avec lui, peut-être dans un mois ou 2 mois ou 3 mois, les choses seront décantées à Jean-Pierre Griveaux, qui s'est préparé, c'est incontestable. Vous avez dit porte-parole, et les porte-paroles, on connaît leur destin, c'est toujours très difficile. Regardons les porte-paroles qui se sont cassés les dents en politique, Jean-François Copé, Laurent Gauthier. Malgré eux, ils ont une image ensuite qui est très très bien. Quand vous êtes porte-parole, vous êtes obligé de taper, vous êtes le méchant. Et Benjamin Griveaux, il a dû taper sur les gilets jaunes et tout ça cet hiver. Bon, Il n'a jamais été il a été un service commandé de. François Hollande n'a jamais été porte-parole. Pas d'un gouvernement. Pas d'un gouvernement. Porte-parole d'un parti, ça compte pas. Ah non, mais porte-parole d'un gouvernement, c'est très très bien. Franchement, c'est très difficile. Je vous taquine. Vous voulez dire un mot? Non, autrement, on parle beaucoup de la personnalité très importante, notamment son élection municipale. Il y a aussi cette équation politique. On a parlé de l'électeur en marche. Il y a deux autres équations politiques qui seront déterminantes. Est-ce que Cédric Villani réussit les sondages de mieux ratisser, comme on dit, l'intérêt des électeurs qui vont du centre Qui est Paris, 20% encore aux européennes, parce que, notamment dans les enquêtes, on voit qu'une candidature Villani fait baisser le candidat écologiste. C'est la deuxième question. Et la troisième, c'est l'électorat de droite. François Fillon, 25% à Paris. C'est encore une ville où l'électorat de droite, jusqu'à présent, il y a 6 mois en tout cas, les électeurs de droite donnaient une petite avance à Benjamin Griveaux. Ça a bougé, on va voir comment ça évolue prochainement. Cédric Villani, donc c'est une apparence, un style, voilà, un peu atypique. Et sur le fond,
qu'à un moment donné, la politique, ça redevient une histoire d'idées, de temps en temps quand même. Il est de gauche, Cédric Villani, il a été soutien d'Anne Hidalgo lors de la dernière campagne des municipales, on le rappelait dans le reportage. Il est... Donc, c'est soutien en 2014. Ça. C'était honorifique, mais c'était quand même un poste important. D'ailleurs, sur toutes les images archives, on le voit au premier rang. Quelles sont ses convictions? Sa conviction, j'ai trouvé hier soir dans ce qu'il a dit, qu'il a habilement placé sa candidature sous le signe de l'écologie, mais à fond, c'est-à-dire, on voit bien que c'est... Alors après, est-ce qu'il y aura des choses différentes d'Anne Hidalgo? Sa position de scientifique peut lui permettre d'aborder ces questions-là sous sa forme. Il a beaucoup abordé, qui a été applaudi, qui était assez... Les gens avaient l'air de pression dans le café. C'est tout ce qu'il a dit sur la ville connectée, le numérique, faciliter la vie des Français grâce justement à une meilleure utilisation des nouveaux codes technologiques. Et voilà, et donc bon, on se dit peut-être qu'il va y avoir des propositions Un peu innovantes. un peu innovantes, parce que jusqu'à présent, il nous a pas dit grand-chose en termes de propositions. Le seul chose qu'il a essayé de se distinguer de Benjamin Griveaux, c'est aborder la question du Grand Paris. Il l'a fait d'une manière un peu de la droite, en laissant entendre qu'il fallait annexer les colonies de la petite couronne. Et dans son comité de soutien, il a présenté un comité de soutien. Enfin, en tout cas, il y a une tribune de personnalités qui l'ont... Alors, d'intellectuels, sur ce terrain-là. Mais à Paris, c'est pas tout le temps, ça compte en Paris. L'élection parisienne reste une élection hors norme, à part des autres élections, déjà ne serait-ce que par le scrutin par arrondissement, alors c'est le cas aussi du Grand Marseille, mais Paris c'est une élection très à part, et surtout une élection qui se joue souvent contre le pouvoir central. Une vraie différence quand même dans le positionnement. On voit que Benjamin Griveaux veut rassembler toutes les voix anti-Anne Hidalgo. On voit bien que Cédric Villani n'était pas positionné de la même manière hier. Il n'attaquait pas frontalement, il a critiqué. Mais il ne critiquait pas. Voilà, il n'attaquait pas frontalement parce que, comme je dis, bon, il y a un second tour, il y a un troisième tour, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mathieu. Qui était déjà très atomisé à Paris, il y a d'autres candidatures, Pierre Bournazel, Gaspard Montal, ça atomise. Les mains, c'est quand même Anne Hidalgo. Quand la République en marche se divise, elle est plutôt... En tout cas, c'est sûr que dans un paysage métropolitain affaibli, c'est vrai que ça peut l'aider si ça va jusqu'au bout. Le problème, c'est que ce scénario-là de division, on ne le retrouve pas qu'à Paris. C'est ça la difficulté à laquelle est confrontée la République en marche. Dans un instant, on va aller à Quimper, on va voir que c'est très compliqué, mais il y a d'autres villes de France où les anciens partenaires de la République en marche se retrouvent maltraités et il y a des candidats investis et des candidats dissidents. Ces municipales, bien au-delà du secteur parisien, vont être un grand désordre. C'est normal, depuis 2017, il y a un processus de disruption, de recomposition, d'éclatement du paysage politique. La scène municipale, maintenant particulièrement dans les grandes villes, va être touchée de plein fouet. La gauche est désunie, la droite est désunie, le Rassemblement national est là en embuscade, pas dans les grandes villes, mais dans les petites et moyennes villes. La République en marche tente sa chance, il y a le retour de l'écologie. Comment voulez-vous qu'on n'assiste pas à un grand désordre municipal, surtout que l'on voit réapparaître ce qui existait un peu au début de la Ve République pour les municipales, c'est-à-dire des forces politiques qui, en fonction du terrain local, vont changer de stratégie. Vous voyez bien, par exemple, que la République en marche, quand elle est à Toulouse, eh ben, elle se dit, bon, bah, ou à Nice, c'est plutôt à droite qu'on va chercher une stratégie d'alliance. Et puis, dans des villes de l'Ouest socialistes, il y a plutôt une tentation d'aller vers les socialistes. Et les socialistes ont dit, au travers de la voix de son principal responsable, que c'était interdit. Mais on verra ce qu'il en est. Parce que ce qui est très étonnant, c'est de voir réapparaître l'autonomie des scènes municipales dans ces élections. Ça veut dire quoi, l'autonomie? C'est-à-dire, vous savez, on disait en sciences politiques qu'il y a une nationalisation phénoménale des élections locales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est fini, cette nationalisation des élections locales, et qu'il y aura énormément de scènes locales avec des acteurs différents et des stratégies différentes. Avec des maires qui vont aussi jouer la carte du local et qui vont se débarrasser le plus vite possible de toute étiquette politique. Vous allez voir le nombre de divers gauche et divers droite. Bien sûr, et puis des slogans. Il y a une autre raison à ça, c'est la fin du cumul du député-maire. Quand vous étiez maire et que vous étiez député à Paris,
que vous aviez voté pour ou contre le budget, par exemple, vous ne pouvez pas dire je suis maire à politique au-dessus du parti. Vous avez un engagement politique national. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est maire et qu'on ne fait plus un vote national, on peut prendre de la distance par rapport à ces enjeux, des retraites, des questions sociales, des crises. Donc c'est vrai que ça localise aussi les votes. Va chercher Mathieu. Très imprévisible pour nous tous. Ça va être compliqué pour les sondeurs. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ça sera compliqué pour les sondeurs de dire qui a gagné à la fin, non? Non, parce que Oui, mais c'est votre métier à vous. bien sûr, mais comment la République en marche? La République en marche peut faire des listes autonomes. Des listes autonomes contre des maires de droite, Macron compatible, on va en parler. Des listes de soutien ou d'alliance avec des élus plutôt de droite modérée. Des listes avec des élus de gauche. Donc 4 configurations. Donc au moins dans les grandes lignes, ce sera extrêmement compliqué à lire. Ce sera pareil pour la droite aussi, par ricochet. Ce qui complique, c'est que Emmanuel Macron n'a pas choisi. Il veut jouer un peu sur tout. Donc, il va essayer d'avoir le plus d'élus, de conseillers municipaux possible. Donc, dans ces cas-là, il faut pousser des marcheurs. Il va essayer d'avoir des accords avec les maires susceptibles de gagner et qui sont déjà en place, donc à droite plutôt, mais aussi à gauche, parce qu'il veut afficher des résultats. Enfin, quelle est vraiment la stratégie, tout ça? Et il mène un peu tout. C'est en marche. C'est la même chose que la stratégie. Sur le terrain, c'est stratégie différente. Et bien justement, on y va sur le terrain. C'est l'un des dossiers qui agace en particulier le Premier ministre Quimper. Le maire sortant a donc quitté LR pour rejoindre Emmanuel Macron. Mathieu. Il est difficile à avaler pour les élus de droite qui avaient fait justement le choix de la Macronie, Laura Rado et Mathieu Vigo. Reportage. C'est l'histoire d'une ville tranquille. D'un homme qui peut tout aussi tranquillement mener sa campagne. Ludovic Jolivet est maire de Quimper et candidat à sa succession. Au lendemain de la débâcle des Républicains aux Européennes, il quitte sa famille politique pour se déclarer Macron-compatible. Une main tendue qui, à la surprise générale, n'a pas empêché la République en marche d'investir au cœur de l'été un autre candidat face à lui. Je pense qu'un jeune parti politique, c'est un peu fougueux, une forme d'innocence, d'insouciance, j'ai envie de gagner, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Le jour où ils commenceront à perdre, ils sauront mettre en place un nombre d'alliances. Pour l'instant, c'est pas calé. Ces alliances, l'élu de centre-droit n'y a pas encore renoncé. Mais en attendant, il ne se retient pas de lancer ses premières flèches contre sa future opposante. Bon, c'est ma collègue députée qui est candidate. C'est ça, le Deux fois, néné. Papa, gentil top. Donc il faut de la stabilité, de la constance en politique, de la détermination. Et les électeurs attendent ça. Deux fois, néné. Celle qu'il appelle sa collègue, c'est elle, Anaïg Lemeur. À 46 ans, cette marcheuse de la première heure voit à présent briller la mairie. Deux fois, néné. Il y a eu une demande en fait des citoyens qui m'ont dit on aimerait que tu sois avec nous, auprès de nous comme maire. Donc il y a eu une demande forte. En réalité, la demande émane des militants en marche, peu enclins à soutenir le maire de droite. La candidate, elle, tient à marquer sa différence. On se réjouit que des gens soient Macron-compatibles. Maintenant, sur les campagnes municipales, les campagnes qui se jouent sur des enjeux aussi de personnes, des personnalités. Donc c'est vrai que merci de croire au projet d'Emmanuel Macron. Je suis ravie que nous soyons plusieurs à y croire. Maintenant, sur un projet local, il peut y avoir des différences. Anaïg Lemeur repart donc en campagne pour se faire connaître et se différencier de son concurrent, ce qui est loin d'être gagné. Oui, mais non, voilà.